Cette table ronde, en fait, c'est un regard croisé sur des milieux et des territoires disparates, mais qui ont beaucoup de points communs ensemble. C'est dans l'idée de déstigmatiser justement ces milieux et ces territoires. Je vais laisser la parole. Milieu agricole, excusez-moi quand même, et milieu carcéral. Je vais laisser la parole aux intervenants, intervenantes, pour se présenter. Donc, moi, c'est Marie-Andrée Besson. Je suis agricultrice en retraite dans le Jura et je suis présidente de Solidarité Paysan Nationale, qui est une association qui défend, qui accompagne les agriculteurs en difficulté. Merci. Véronique Malo. Alors moi, je suis retraitée salariée agricole puisque j'ai été directrice d'un établissement scolaire, une maison familiale rurale qui dépend du ministère de l'Agriculture. Donc à ce titre de salariée agricole, je suis aussi élue MSA. Donc au titre de la MSA, j'ai fait une formation sentinelle sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Je suis aussi très liée au milieu agricole, parce que mon mari est agriculteur, mon fils a repris l'exploitation, je suis fille d'agriculteur. Et ce qui me rattache aujourd'hui à la journée, à la problématique un petit peu de prévention suicide. Pour ma part, j'ai 3 frères et sœurs qui sont suicidés, aboutis, et une qu'on a sauvée. Bonjour, donc Mathilde Guichard. Donc je travaille au sein de la direction de l'administration pénitentiaire, donc également sur la thématique de la prévention suicide. Donc je suis référente nationale de la prévention du suicide et aussi de la promotion de la santé. C'est aussi une thématique qu'on pourra aborder tout à l'heure. Et donc c'est un gros sujet pour l'administration pénitentiaire et aussi un gros enjeu de santé publique, la prévention des suicides des personnes détenues. Bonjour, Rodolphe Dumoulin, je suis directeur du développement sanitaire et social à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et donc j'interviens dans le prolongement du témoignage de Madame Malo. Oui, tout à fait. Si vous voulez bien, en fait, on va commencer par les questions. On a essayé de synthétiser, il y avait 3 questions, on les a synthétisées en 2. Chacune s'est répartie les tâches en fonction des envies aussi. Voilà. Du coup, Madame Manot et Madame Besson, vous allez intervenir sur la première question. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est les retours d'expérience avec les témoignages. Qu'est-ce que pour vous la santé mentale au sein de vos établissements et quels sont les dispositifs, les ressources qui sont mis en place au niveau de la MSA et Solidarité Paysan? Voilà, alors moi j'ai choisi d'intervenir avec 2 témoignages de bon vécu, c'est-à-dire que j'ai eu la chance de bénéficier de la formation Sentinelle. C'est notamment un service, une action qui est mise en place par la MSA. Et donc à ce titre, on bénéficie d'une formation pour repérer, aller vers les personnes qui souffrent de mal-être en milieu agricole, milieu rural, et particulièrement dans ce milieu, puisqu'on est vraiment très touché, on l'a encore vu ce matin avec l'enquête notamment. Et donc, à partir de cette formation-là, si vous voulez, et ce qui me donne une légitimité, c'est que je suis aussi élue MSA. Donc, en qualité d'élue MSA, si vous voulez, sur le territoire, on est repéré comme un interlocuteur, j'allais dire connu, des agriculteurs, mais des salariés ou des personnes du territoire du milieu rural. Donc, pour ma part, moi, suite à cette formation-là, que je trouve très pertinente et accessible à une majorité pour aller vers les personnes qui sont éloignées parfois de toutes les structures de soins ou les structures qui pourraient les prendre en charge, d'autant qu'en milieu rural et en milieu agricole particulièrement, il y a quand même, les personnes sont quand même souvent isolées, et puis en agriculture, on a quand même beaucoup de mal à exprimer un petit peu son mal-être et il y a un repli sur soi qui est majeur. Donc à partir du moment, si vous voulez, où pour ma part, je vais prendre un cas, je vais en prendre 2, je vais prendre le premier, une jeune salariée agricole, mère de 2 enfants, qui a fait 2 tentatives de suicide. Un jour, j'en entends parler dans la commune, que je ne la connaissais pas. Et puis, les personnes disaient, cette dame-là, cette jeune salariée agricole, parce qu'en milieu agricole, les gens, ils se connaissent à travers les CUMA, les travails en commun. Et ben, je me suis dit, c'est mon rôle d'aller vers. Et quand j'ai découvert cette jeune maman,
2 enfants qui sortaient bien sûr une quinzaine de jours de l'hôpital. Et ben, le dialogue n'est pas toujours facile. La première chose qu'elle me dit quand je suis entrée, « Ah oui, vous venez me voir. J'ai fait une grosse bêtise. » Alors sur le coup, moi je lui ai dit, « Ah bon ? Quelle bêtise ? Vous croyez que c'était une bêtise ? » Et là, un silence. Et bien, vous savez, le silence, pour moi, c'est parole d'or. Il fallait écouter ce silence-là. Je n'avais surtout pas à juger ou à dire quoi que ce soit. Et le silence, ça a permis que, comme elle tremblait beaucoup, donc je lui ai mis ma main sur la sienne. Et là, donc, la jeune dame se met à respirer fort, etc. Et à partir de ce moment-là, elle a libéré la parole de ce qui était trop dur à supporter, parce que, bien sûr, le médecin du travail de la MSA, d'ailleurs, l'avait mis en arrêt de travail, puis après, ça s'est transformé en invalidité, etc. Donc, elle n'existait plus, elle avait tout perdu, son travail, elle ne pouvait plus travailler. Et puis, elle en était arrivée que c'était insupportable pour elle. Et à partir de ce moment-là, on a pu engager un lien, recréer un lien. Première chose, parce qu'en qualité de délégué, on a accès facilement à l'assistante sociale du secteur pour qu'elle puisse retrouver contact, pour avoir les aides qu'elle ne connaissait pas, avoir aussi connaissance que la MSA, elle a un service social vraiment au service de ses cotisants, de par des aides ponctuelles éventuellement financières, mais surtout aussi des aides à l'accompagnement. Elle a eu le droit au bon psy qu'elle ne connaissait pas du tout. Elle n'avait jamais vu de psychologue auparavant. Et puis aussi au séjour répit. Même si au départ, elle n'a pas accepté ce fameux jour répit pour se reposer. C'est un séjour qui est pris en charge par la MSA. Mais elle a engagé la prise en charge avec les bons psys. Et aujourd'hui, eh bien, cette jeune femme, cette jeune maman, eh bien, elle est suivie, elle est prise en charge par la MSA, elle a toujours contact avec son psy et son assistante sociale de secteur. Et je peux vous dire que ça fait chaud au cœur pour quelqu'un pour lequel on aide, et ben, quand on trouve quelqu'un qui s'insère à nouveau dans la vie sociale en tant que telle, même si je dois dire que ça reste fragile, d'où l'intérêt d'être délégué MSA, de pouvoir garder un lien distant, parce qu'on n'est pas là pour apporter du soin, etc., mais on repère et on met en contact avec les services qui vont prendre en charge cette personne. Ça me paraît fondamental. Le deuxième cas que je voudrais vous parler, c'est un agriculteur. Cet agriculteur-là, donc j'apprends, dans le cadre, vous savez, les personnes qui font les ensilages maïs, ils prennent leur repas ensemble, les agriculteurs disaient, mais il y a monsieur Untel, il traite plus ses vaches tous les jours, 2 fois par jour, il les traite qu'une fois par jour. Et le matin, là où j'ai su que cet agriculteur-là allait vraiment très mal, il n'avait pas traité ses vaches. Donc ils en discutaient entre eux, ils avaient envoyé quelqu'un quand même traire les vaches parce que ce monsieur-là, il ne pouvait pas se lever ce matin. Et donc, le repas de Cuma se passe, etc. Et là, je me suis dit, c'est urgent et c'est maintenant qu'il faut aller le voir. Donc, je suis allée voir ce monsieur. Et ben, je peux vous dire que quand vous arrivez dans une ferme, d'abord en plus, quand c'est l'automne comme ça, les ensilages, il pleut, il y a de la boue, enfin, il y a plein de choses comme ça. Vous arrivez et que le monsieur vous dit, bon, ah, Madame Malo, ah, c'est vous ? Parce que les agriculteurs, entre eux, ils se connaissent. En plus que moi, je suis femme d'agriculteur. Mais moi, je ne suis pas forcément sur la commune identifiée en milieu agricole, parce que je travaillais dans un autre canton. Mais eux, ils vous connaissent. Ah, ben la MSA, vous êtes à la MSA. Et vous pouvez venir me rendre service, enfin, me voir. Et puis là, on a discuté, même chose. Eh bien, l'assistante sociale du secteur, il ne l'avait jamais rencontrée. Il ne connaissait pas son nom, il ne la connaissait pas. Et à partir de là, eh ben, ce qui est important, en qualité de délégué MSA, on a un accès direct par notre animateur de secteur à la bonne personne au moment choisi qui va reprendre contact avec cet agriculteur-là pour enclencher quelque chose. Eh ben, la prise en charge s'est faite, doucement, etc. Et là, cet agriculteur-là, il me disait, mais moi, vous savez, quand j'ai parlé du séjour répit pour se reprendre, enfin, etc. Mais vous savez, Mme Malo, moi, je ne suis jamais partie en vacances de ma vie. Il a 56 ans, jamais. Sa mère lui disait, parce qu'il vivait avec sa mère, mais sa mère était décédée, ce qui avait déclenché cette fragilité-là. Eh bien, il disait, mais en agriculture, on est en vacances tous les jours, on est au soleil, on est dehors, on est libre comme on veut de faire son travail. Il n'avait jamais connu. La seule chose qu'il demandait, c'est d'aller à l'hôpital pour se reposer. Pour lui, ça serait des vacances. Voilà ce qu'il demandait. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est que cette personne, bon, elle a un suivi maintenant, c'est en cours, c'est en route. Et même chose, il a découvert, il m'a dit, mais vous savez, Mme Malo, je ne savais pas que les psychologues, ça ne soignait pas que les fous. Voilà le mot qu'il m'a dit, donc je vous le cite, c'est son mot et ça lui appartient.
Donc, à partir de là, je crois qu'il s'établit vraiment un lien. Et avant d'intervenir aujourd'hui, je me suis dit, il faut prendre des nouvelles de ces deux personnes-là. Donc, je suis allée voir la première dame, qui reste fragile, mais qui aujourd'hui a trouvé une autonomie. Et elle sait combien elle peut compter sur l'aide de l'accompagnement social au regard de la MSA, d'autant plus qu'elle a 2 jeunes enfants. Et le monsieur me dit, mais vous savez, regardez-moi aujourd'hui. C'est vrai que j'ai retrouvé un monsieur qui avait repris du poids, bonne mine. Et il me dit, Madame Malo, vous savez, ça faisait 2 ans et demi que je n'étais pas allée m'acheter un vêtement. Mais je dis, croyez bien, c'est pas que je n'avais pas les moyens, mais je n'avais plus la force de sortir de mon exploitation et de retrouver. Et pour vous dire qu'il y a des choses qui bougent, qui se mettent en place, et je crois que la formation Sentinelle et les actions que la MSA peut mettre en route, les deux m'ont dit, à la MSA, on a une chance de pouvoir être accompagné. Merci. Madame Besson ? Oui. Alors nous, à Solidarité Paysans, on se retrouve pleinement dans la définition de la santé mentale faite par l'OMS, qui ne se limite pas seulement à l'absence de troubles mentaux. Parce que cette définition de la santé mentale de l'OMS, elle évoque plein de facteurs, et notamment ceux des conditions de travail. Et pour nous, le mal-être en agriculture, il a fondamentalement des raisons systémiques. Le mal-être, il est lié à la précarité, qui est elle-même liée notamment au manque de revenus et à l'endettement, entre autres. Un fort endettement, notamment pour coller au modèle de production qu'on fait actuellement. Et ce mal-être, il se traduit par un épuisement psychique qui est lié à une surcharge et à un épuisement professionnel. Si on va un peu plus loin dans les enjeux de la santé mentale en agriculture, il y a plein d'autres facteurs. Quand j'évoquais le manque de revenus, on sait quand même aujourd'hui qu'il y a 18% des agriculteurs qui vivent sous le seuil de pauvreté. C'est quand même énorme. Il y a de gros problèmes d'isolement, et vous l'avez bien traduit, c'est hyper important. Il y a aussi un environnement qui exerce beaucoup de pression. Les pressions administratives, les pressions des créanciers, les pressions des donneurs d'ordre. Les agriculteurs qui ont des difficultés, souvent ils ont l'impression qu'ils n'ont plus personne autour d'eux parce que tout le monde a plus ou moins des intérêts par rapport à leurs problèmes, à leurs dettes, etc. Donc du coup, ils se sentent vraiment, vraiment isolés et sous pression, quoi. Et il y a beaucoup d'injonctions contradictoires. On a ça en permanence maintenant, on voit ça notamment avec, on nous dit qu'il faut produire bio mais pas cher. Donc du coup, c'est pesant pour les agriculteurs. Et puis il y a également une forte évolution de l'activité. Et du coup, j'ajouterais aussi d'autres, mais je ne veux pas allonger la liste. Mais du coup, il y a vraiment de nombreux facteurs qui sont liés à ces causes d'épuisement. Et face à tous ces facteurs, nous, on a une approche, puisque Solidarité Paysans travaille sur le terrain depuis plus de 30 ans, qu'on accompagne des agriculteurs sur le terrain. Et notre approche, c'est vraiment de proposer un accompagnement global qui prend en compte à la fois la dimension personnelle, psychosociale et professionnelle des agriculteurs. Et on a vraiment un travail important à ce niveau-là. On aide les agriculteurs qu'on accompagne qui sont toujours dans une démarche d'autodéclaration. Pour nous, c'est un phénomène important que les personnes se déclarent à elles-mêmes, d'elles-mêmes, parce que ça nous permet effectivement de faire un travail de fond avec les personnes. Donc, notamment, de les aider de travailler sur les dettes qu'ils peuvent avoir, de réfléchir à leur mode de production, de réduire la pression de leur outil de travail, enfin, toutes les questions qui peuvent se poser. Et un élément qui est important, c'est qu'on considère vraiment que la prise de décision, l'autonomie que peuvent retrouver les agriculteurs sont vraiment des gages de prévention contre l'accompagnement au suicide. Et nous, on travaille beaucoup à la recherche de l'autonomie des personnes. Et puis, un autre élément bien sûr important, et vous l'avez signalé par le biais de votre activité de Sentinelle, mais nous, on le ressent aussi très fortement, peut-être d'une autre façon, c'est l'importance de renforcer le lien social
dans l'accompagnement, par la proximité, parce que notamment notre accompagnement, il est réalisé la plupart du temps et en grande partie par des agriculteurs eux-mêmes. Donc des gens qui ont vécu ou qui vivent, qui sont vraiment... Donc il y a une facilité pour établir un lien de confiance et ça permet aux personnes effectivement de pouvoir exprimer leurs ressentis et notamment d'éviter le repli sur soi. Et puis souvent ça aide à faire baisser la pression que subissent les paysans parce qu'il y a un petit peu de connivence entre les personnes, quoi. Et donc, pour mettre en œuvre toutes ces orientations, on met en place des moyens, bien sûr, hein, et notamment des moyens en formant nos accompagnants, en les formant principalement à avoir une posture d'écoute et de repérage des signes de mal-être, parce qu'on n'est pas des soignants, hein, donc on passe la main quand ça doit se faire, quoi. Et on est aussi très attentif à faire du lien entre les différents acteurs institutionnels, familiaux et associatifs. Souvent, les gens sont très, très isolés et n'ont plus de lien. D'ailleurs, vous l'avez signalé. Notamment, même avec la MSA qui a un volet social fort, mais comme ils sont souvent redevables et qu'ils ont souvent des problèmes avec le service contentieux, du coup, la MSA, ils sont réticents. Donc, notre travail aussi dans l'accompagnement, c'est de permettre aux gens de recréer du lien avec toutes les institutions avec lesquelles ils sont en rupture, quoi. Et ça, c'est hyper important. Et puis, on a également une approche collective, en passant par l'animation d'espaces d'échange, d'espaces de concertation, d'analyse entre des personnes qui vivent les mêmes difficultés. Et ça, c'est hyper important parce qu'à ce moment-là, les gens se rendent compte qu'ils ne sont pas seuls à vivre des situations difficiles. Donc, ces partages de temps collectif sont hyper importants pour redonner confiance aux personnes. Voilà. Merci. Du coup, en fait, les mots-clés, ce serait lien social, ancrage communautaire, comme une réponse possible. Le lien social. Ok. Je vais laisser la parole pour les autres intervenants pour la seconde question, qui est un peu similaire, avec une question supplémentaire qui va être aussi savoir quelles sont les ressources, les dispositifs qui existent en milieu carcéral et au niveau de la caisse centrale de la MSA, mais aussi quelles sont les perspectives pour 2025. Voilà. Madame Besson et Madame Malo ont dit l'essentiel et tout l'enjeu qui consiste à recréer de la confiance, de l'écoute et du lien entre des mondes qui peuvent facilement s'éloigner les uns des autres, le monde des institutions qui est porteur des réponses à disposition, et puis le monde de l'intime, tel que Christina l'a traduit de façon très, très sensible. Comment faire se rejoindre l'intime et les institutions au sens large, qui ne sont pas dépourvues de réponses. Et, sous la houlette de M. Damézin et du plan interministériel qui se déploie depuis plusieurs années maintenant, nous ne sommes pas dépourvus de réponses. Mais la grande difficulté, c'est de recréer cet espace de confiance, de lien, d'écoute. Et c'est pour ça que vous avez dit l'essentiel toutes les deux, c'est-à-dire que si nous n'avons pas ce trésor que constituent ces capteurs, on avait prévu 5000 sentinelles agricoles, on en a aujourd'hui 6500. Et on en aurait probablement encore besoin de plus. Voilà. Et aujourd'hui, il y a des territoires où il y en a, et il y a des territoires où il n'y en a pas suffisamment. Voilà. Donc ça reste un vrai sujet aujourd'hui de se dire on a besoin de ces capteurs pour qu'effectivement, ces personnes qui ne font plus la démarche d'aller vers ceux qui ont les réponses pour les aider, puissent retrouver la confiance, et y compris vis-à-vis de l'institution MSA, qui est la maison commune des agriculteurs, mais qui parfois, à des moments, va être perçue comme étant la maison qui recouvre plutôt que la maison qui accorde des prestations. Alors vous savez qu'elle accorde plus de prestations qu'elle ne recouvre, c'est une de nos difficultés aussi. Mais dans certains parcours,
effectivement, le lien peut être fragilisé, voire rompu. Et donc, on a absolument besoin, comme on a besoin des écoutants du 3114 ou d'AgriÉcoute, qui est la ligne qui reçoit plus de 5000 appels l'année dernière, donc une ligne d'écoute spécialisée. Et on a besoin de ce réseau très précieux des sentinelles, qu'on a besoin de former. Et c'est un des gros enjeux de cette année, voilà, d'arriver à trouver une manière de faire en sorte que chacun soit à la bonne place, avec la bonne posture. Vous en êtes un témoignage vivant, mais on sait que c'est probablement que l'essentiel du chemin est là. Voilà. Ensuite, finalement, le reste est assez accessoire, parce qu'une fois qu'on a recréé ce lien, on peut tirer le fil et engager des parcours. Et on a une boîte à outils aujourd'hui qui n'est pas parfaite, mais qui se complète d'année en année, de mois en mois. Parce qu'effectivement, on s'est organisé au sein du guichet unique de la protection sociale agricole pour se mettre en situation de mieux coordonner avec les acteurs du territoire, avec les partenaires du territoire, tous ceux qui ont un bout de la réponse. Et faire en sorte qu'on dépasse les contradictions qu'il peut y avoir quand de temps en temps, on va avoir une réponse du service contentieux d'un côté et puis on va avoir une réponse de l'assistante sociale de l'autre. Eh bien, l'enjeu du guichet unique agricole, c'est qu'il y ait une réponse coordonnée et qu'on fasse en sorte de réfléchir à la fois sous l'angle économique, sous l'angle de ce qu'il est possible d'engager sur des échéanciers de paiement, par exemple. Souvent, ça commence par ça, parce que c'est la question financière, elle est brûlante. Et puis derrière la question financière, généralement, il y a plein d'autres questions, des difficultés économiques plus fondamentales sur le modèle économique de l'exploitation qu'il faut traiter avec les collègues de la Chambre d'agriculture, voilà. Et puis, et toutes les réponses. Et c'est vrai qu'on a maintenant, derrière nos cellules de coordination pluriprofessionnelle, une boîte à outils autour de la notion du répit, dont on sait qu'il est fondamental. Si on ne donne pas les moyens à ces personnes de s'arrêter, de souffler, on ne peut pas avancer. Et donc, vous l'avez très bien décrit, le répit, c'est quoi? C'est le service de remplacement, donc d'année en année. L'année dernière, on en a fait près de 2000. C'est-à-dire donner la possibilité à l'exploitant de s'arrêter sur son exploitation, d'être remplacé pour assurer la continuité de l'exploitation, de cesser ce cercle vicieux qui fait qu'on ne s'arrête pas et que du coup, moins on s'arrête et plus on va mal, et plus on va mal, et voilà. C'est du soutien psy, vous l'avez évoqué aussi, en complémentarité avec le droit commun et le dispositif Mon soutien psy, mais qui a encore quelques limites, même si les pouvoirs publics ont desserré, ont un peu assoupli le dispositif, il y a encore besoin de compléter, donc c'est ce qu'on fait. Et puis, c'est la possibilité de partir, ce qu'on appelle partir pour rebondir, c'est-à-dire donner la possibilité de séjours qui peuvent être des séjours d'une après-midi, d'une journée, d'un week-end, et puis parfois un peu plus de 2-3 jours, puis parfois une semaine ou deux, pour vraiment se donner les moyens de faire une pause, quoi, et de partir pour rebondir. Et puis la nouveauté cette année, à la faveur de la crise agricole, la énième crise agricole, j'allais dire, de l'année dernière, et à la faveur des remontées successives de la profession, et en particulier de Solidarité Paysans, on s'est posé la question de savoir comment agir pour lutter contre le décrochage de ces publics dont on perd tout contact à un moment donné, et ce que vous appelez très bien le décrochage administratif. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, le burn-out administratif vient s'ajouter au burn-out personnel et professionnel, et que parfois, c'est effectivement un courrier de la MSA qui va être une goutte d'eau. Voilà. Le truc de trop qui fait que là, c'est trop, on n'en peut plus. Évidemment que ce courrier, il n'a pas été envoyé dans une intention de faire du mal. Voilà, il a été envoyé parce qu'il y avait une raison d'envoyer cet appel de cotisation ou ce rappel d'échéance. Voilà. Mais dans cette histoire de vie, à un moment donné, il va être le déclencheur et qui peut être une catastrophe. Et donc, on a mis en place une aide au répit administratif, c'est-à-dire la possibilité d'envoyer un jour, 2 jours, 3 jours, parfois une semaine, quelqu'un sur place qui va aider à faire une espèce de reset, de faire du tri dans la situation administrative de la personne, de faire le tri de ce qui est de l'ordre des factures, de ce qui est de l'ordre des arriérés de cotisation, de la publicité, voilà. Et de faire le tri des droits non ouverts, du RSA qu'on n'a pas demandé depuis des années, alors qu'en fait, on avait tout à fait les droits, et on sait que le non-recours au RSA
dans le milieu agricole est probablement beaucoup plus important, même si c'est très compliqué par définition de le mesurer. Et donc, l'aide au répit administratif, c'est la dernière prestation qui a été mise en place dans la boîte à outils de la MSA. Et on avait prévu un petit peu de moyens, et puis on a été complètement dépassé par la demande. Et c'est une des mesures, évidemment, qu'on proposera au pouvoir public, puisqu'on est en fin de convention d'objectifs et de gestion avec l'État. Donc c'est le moment, dans quelques mois, j'en profite, où on va négocier nos moyens avec les pouvoirs publics. Et évidemment que la MSA, elle est prête à aller plus loin, à jouer tout son rôle dans ce qui est plus qu'un dossier parmi d'autres, dans ce qui est un combat, voilà, dans ce qui est une cause commune. Et on voit bien qu'il y a à aller plus loin en matière de formation. Ça, c'est vraiment un enjeu majeur. À aller plus loin en matière de repérage, et on a besoin de plus en plus de capteurs, on a besoin de plus de sentinelles formés, et au-delà des sentinelles, de tous les réseaux, comme celui de Solidarité Paysan, qui peuvent nous aider à recréer ce lien, à retirer le fil de ceux qui ont perdu le chemin de ceux qui peuvent les aider. On a besoin de se donner les moyens de coordonner encore mieux nos actions. La réponse, elle est, vous l'avez très bien dit, les causes sont multifactorielles. C'est un cocktail de raisons qui conduit au pire. Et donc les réponses, elles sont multifactorielles. Elles imposent d'abattre les cloisons entre les réponses de nature économique, de nature sociale, de nature sanitaire, et avec souvent des zones grises, quoi. Des réponses qui se baladent entre l'un et l'autre, et avec la nécessité que les uns et les autres se parlent et trouvent la bonne réponse au bon moment. Et puis on a besoin d'aller plus loin dans l'accompagnement et la prise en charge. Inutile ici de faire un cours sur les moyens dont on aurait besoin en matière de santé mentale aujourd'hui en France. Ce besoin-là, il est évidemment prioritaire, d'accompagnement social au sens large, de soutien psychologique, et avec cette conviction, et je termine juste là-dessus puisque je suis trop long, que la réponse, elle est sociétale autant qu'elle est institutionnelle. Voilà. Et je voudrais juste donner cet exemple. On a un appel à projet où on soutient des actions collectives, puisqu'on voit bien que la force, et vous l'avez bien dit, la force, c'est le collectif, quoi. C'est l'autonomie, c'est la participation, c'est le collectif. Voilà. Et les institutions, elles doivent s'arrimer à ça, voilà, et pas le contraire. Voilà. Parmi les innombrables projets qu'on a soutenus cette année, il y en a un qui a retenu notre attention, qui est le village, je l'ai noté du coup, de Puget-Ténier. C'est un petit village dans les Alpes-Maritimes. Ils ont eu quelques drames successifs, comme ça arrive parfois dans certaines familles ou dans certains villages, où parfois un drame en entraîne un autre. C'est-à-dire, et ils ont eu cette réaction vitale de se dire on ne peut pas ne rien faire. Et ils ont décidé de devenir un village sentinelle. Ils ont formé tous les habitants du village à devenir sentinelles. Et en se disant nous sommes tous responsables les uns des autres. Et donc le drame qui survient, ça ne peut pas être que la faute de il n'y a pas assez de moyens à l'hôpital psychiatrique, il n'y a pas assez de travailleurs sociaux à la MSA. Oui, c'est vrai tout ça, mais c'est la responsabilité des uns. On doit se porter les uns les autres, quoi. Et donc cet exemple-là, et on a mis un petit peu d'argent pour accompagner cette initiative citoyenne, cette initiative et d'un maire ou d'une maire, je ne sais pas, qui évidemment s'est senti concerné en disant je ne peux pas laisser sur mon village se déployer de tels drames. Voilà. Eh bien, je me dis que si on décidait de devenir, à l'image de ce village sentinelle, une France sentinelle, on ferait probablement un petit pas vers le mieux. Merci beaucoup. Mathilde Guichard, désolée, hein, vous êtes la seule représentante. Est-ce que c'est bon? Ok, ouais, c'est bon. Oui, parfait. Bon, on parle depuis tout à l'heure de faire le lien, alors je vais essayer de faire le lien avec ce qui a été dit pour pas que ça fasse complètement cloisonner, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se rapprochent entre les deux milieux. Peut-être juste pour faire un petit point sur le contexte et du coup les chiffres sur les suicides des personnes détenues. Donc c'est une population qui est très à risque, c'est pour ça qu'on est là aussi avec le milieu agricole. En 2024, il y a eu 141 suicides de personnes en détention. Ça représente une personne tous les 2 jours et demi à peu près. Et il y a une étude récente qui est parue qui a montré que du coup c'était bien plus élevé, le taux de suicide était bien plus élevé en détention qu'en population générale, avec 10 fois plus
un taux de suicide 10 fois plus élevé chez les hommes et 40 fois plus élevé chez les femmes par rapport à la population générale. Donc on voit qu'il y a un vrai enjeu. Et cet enjeu, il date pas de cette étude-là. Il est bien perçu, en tout cas, il a bien été saisi depuis longtemps par l'administration pénitentiaire, mais aussi par le ministère de la Santé, qui a développé aussi des plans et consacré des focus sur la population détenue. Mais du coup, les premières circulaires en fait, sur la prévention du suicide en détention, elles datent des années 60, donc c'est vraiment ancien. Donc il y a tout un plan national de prévention des suicides en prison, je vais dire ça pour simplifier. Et du coup, le plus récent date de 2022 et il regroupe, il explique en fait, en tout cas, toutes les ressources qu'il y a pour prévenir le suicide en détention. Donc, je vais maintenant essayer de faire le lien avec ce qui a pu être dit sur, par exemple, le repérage. Donc, dans le milieu agricole, qui est un axe important, c'est le cas aussi pour la population détenue, arriver à repérer et identifier les personnes les plus à risque. On part aussi du principe que à l'entrée en prison, les personnes vont être de fait plus à risque, puisque de fait dans un environnement qui, vous le savez, en tout cas dans l'imaginaire collectif, est un environnement très difficile. Donc il faut arriver à identifier les personnes les plus à risque qui pourraient passer à l'acte. Et donc il y a plusieurs dispositifs justement pour arriver à détecter ces personnes-là, donc avec des grilles de repérage. Et ces grilles de repérage, elles peuvent fonctionner aussi par la formation des personnels. Et donc, vous l'avez évoqué tout à l'heure, vous êtes formés à ça. Et il y a l'ensemble des personnels de l'administration pénitentiaire qui passent par l'ENAP, donc l'École nationale de l'administration pénitentiaire, sont formés, donc ont une formation de sensibilisation à la prévention des suicides, qui peut être ensuite complétée par une formation plus complète de 2 jours. Mais du coup, la formation est... En tout cas, développer la formation auprès de tous les personnels de l'administration pénitentiaire et globalement tous les intervenants, en tout cas tous les acteurs qui vont travailler auprès des personnes détenues. Ça peut être aussi du coup former les associatifs, former les enseignants, former les unités sanitaires. Donc ça, pour le coup, ils sont déjà plus formés, mais il peut y avoir des formations conjointes entre les personnels pénitentiaires et les personnels soignants. Donc oui, voilà, la formation est vraiment un axe très important. Une fois qu'on a repéré, il faut aussi accompagner. Pour ça, donc on met en place des surveillances adaptées pour les personnes qui sont considérées les plus à risque. Et pour accompagner ces surveillances adaptées, on met en place des PPI. Donc c'est des plans de protection individualisés. Et donc ces plans de protection, ils constituent en fait un ensemble d'actions qui sont réalisées par l'ensemble des acteurs du milieu carcéral, donc les personnels de surveillance, personnels de direction, personnels du service pénitentiaire d'insertion de probation, qui vont accompagner la personne détenue et réaliser et mettre en place des actions justement de prévention, donc par exemple un accès plus accru à des activités, donc faire le lien aussi avec effectivement l'unité sanitaire pour qu'il y ait des rendez-vous, psy, etc. Et donc un autre dispositif, on peut dire pénitentiaire, et du coup qui fait le lien avec l'UNPS aujourd'hui, c'est par exemple les co-d'études de soutien qui ont aussi un rôle dans le repérage d'une personne qui pourrait souffrir psychologiquement et du coup être plus à risque de suicide. Et donc les co-d'études de soutien, c'est un dispositif qui est mis en place depuis 2009, donc ça fait une quinzaine d'années maintenant. Et dont l'objectif, c'est de former des personnes détenues, volontaires évidemment, au repérage et les placer dans un rôle où ils peuvent écouter, et savoir écouter, parce que du coup c'est aussi une formation d'arriver à prendre la parole et de ne pas la prendre pour soi et de pouvoir justement alerter en cas de risque d'une crise suicidaire. Et donc c'est des personnes détenues qui vont pouvoir écouter leurs co-détenus et éventuellement alerter le personnel pénitentiaire, soignant, pour justement qu'il y ait des choses qui soient mises en place, par exemple les PPI que j'ai évoquées avant. Et ce dispositif, il est mis en place avec 2 associations, donc fédération d'associations du coup, donc avec l'UNPS depuis 2019 et avec la Croix-Rouge depuis un peu plus longtemps.
Et donc le rôle, le partenariat associatif, en tout cas dans la politique de prévention du suicide de l'administration pénitentiaire, il est très important. On travaille du coup avec beaucoup d'associations, dont du coup l'UNPS et la Croix-Rouge. Et donc du coup dans ce dispositif-là, l'UNPS et la Croix-Rouge vont former les personnes détenues, donc les futurs co-détenus de soutien, et ils vont les accompagner tout au long du coup de dispositifs et les rencontrer de manière mensuelle ou bimensuelle pour les accompagner sur ce qu'ils ont pu entendre, sur ce qu'ils ont pu faire, rapporter, etc. Donc c'est vraiment un dispositif très intéressant et qui rebondit aussi sur ce qu'a dit, je ne sais plus le nom de la personne, mais qui avait expliqué ce matin sur tous les principes de pérédance et l'importance que ça peut avoir. Et donc du coup, ça rebondit aussi sur ça. Et oui, tout à l'heure, vous parlez aussi de la précarité dans le milieu agricole. Donc aussi pour la population détenue, c'est un très gros sujet. Et c'est pour ça qu'ils sont de fait plus à risque de suicide. On l'a vu aussi ce matin avec les différentes courbes qui le montraient. C'est des personnes qui sont en grande précarité, que ce soit économique, sanitaire. Donc il y a vraiment un grand enjeu pour l'administration pénitentiaire, mais aussi du coup de santé publique, parce que les personnes détenues, je crois que la moyenne, si je ne dis pas de bêtises, c'est 8 mois de détention pour une peine. Et donc ces personnes détenues, elles vont sortir et elles vont être en population générale, dans le droit commun. Et pour ça, il faut arriver aussi à voir pour l'après. Donc je crois que c'est un des grands enjeux, si on peut parler de 2025, je pense que c'est un des grands enjeux aussi. Je sais qu'il existe des dispositifs qui sont mis en place pour justement le après-détention, comment arriver à suivre cette population qui est plus à risque. Je sais que j'ai un chiffre en tête où c'est les personnes qui sortent de détention ont 3,6 fois plus de risque de mourir, et principalement par suicide et overdose. Et donc du coup, pour faire le lien avec la santé mentale, il y a un gros enjeu sur les addictions et sur les troubles psychiatriques. Il y a une étude récente qui a montré qu'il y avait donc sur la population carcérale sortante, qui a montré en 2023 qu'il y avait 2/3 des hommes qui présentaient un trouble psychiatrique ou lié à une addiction, et 3/4 des femmes. Donc c'est vraiment un grand enjeu, en tout cas pour 2025, je pense. J'avais juste une question et après je vous redonne la parole. Pour les premières semaines d'incarcération, est-ce qu'il y a quelque chose qui a été fait, mis en place? Parce que là, je vois que vous avez fait des dispositifs après la sortie pour accompagner, en fait. Oui, en fait, les personnes détenues, quand elles arrivent en détention, elles vont dans ce qui s'appelle les quartiers arrivants. Donc, c'est des quartiers qui sont spécifiquement dédiés aux personnes qui entrent en prison et du coup qui auront un accompagnement plus rapproché. Donc déjà, ils vont avoir plusieurs entretiens avec différents membres différents personnels de la détention. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'il va y avoir, par exemple, donc, le repérage avec la grille qui va être remplie, et ils vont pouvoir aussi aller voir un personnel soignant à l'unité sanitaire dans les jours suivant l'entrée en détention, ce qui va permettre à la fois de pouvoir repérer du côté pénitentiaire, mais aussi du côté sanitaire. Et donc, du coup, quand ça marche bien, en tout cas les relations entre le personnel pénitentiaire et le personnel soignant, il y a des partages d'informations sur les risques que peut présenter une personne. Et du coup, c'est vraiment un moment très important et très clé, parce que du coup, c'est lié aussi au choc carcéral. Vous avez peut-être déjà entendu cette notion, mais du coup, il y a, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est 7 fois plus de décès par suicide dans la première semaine de détention. C'est vraiment plus élevé, le taux de suicide. Donc c'est vraiment un endroit, en tout cas, où les personnels sont très très vigilants. Mais même avec ça suffit parfois pas. Donc il y a encore du travail, en tout cas sur le repérage, je pense, et puis sur justement peut-être les dispositifs de promotion de la santé. Là, on parle de prévention, prévention du suicide, peut-être sur le côté un peu secondaire, voire tertiaire. Et il faudrait voir comment mettre en place peut-être plus d'actions de promotion de la santé, on va dire, dès le début en détention. Je sais qu'il y a des appels à projets qui sont mis en place par l'administration pénitentiaire et qui ont pour but de développer des projets de
promotion de la santé, avec justement souvent des partenariats associatifs avec Fédération Addiction. Enfin voilà, il y a beaucoup d'associations qui travaillent dans ce milieu et qui travaillent en détention. Et encore une fois, c'est vraiment très important. Enfin, en tout cas, moi, je travaille dans le département qui regroupe donc le partenariat et les politiques sociales. Et donc, il y a vraiment un gros enjeu à pouvoir faire du maillage territorial avec les associations et qu'elles interviennent vraiment en détention parce que c'est très important de faire entrer en détention des dispositifs de droit commun, comme c'est le cas pour le 3114 et vigilance, qui a été évoqué un petit peu tout à l'heure et qui sont actuellement expérimentés en détention. Et ça pourra être vraiment des perspectives intéressantes pour la suite. On est hors temps, c'est ça? Pardon. Donc il faut arrêter, en fait, c'est ça? C'est dommage. Ah, ok. Ok. Madame Besson, c'est à vous. Oui, moi, j'aurais aimé quand même dire qu'effectivement, on partage complètement, nous, cette problématique du mal-être, notamment en agriculture, et qu'on retrouve pareil dans le monde carcéral. Mais on ne partage pas l'unique réponse sous l'angle de la santé. Parce qu'il y a des raisons systémiques à toutes ces problématiques, et ces raisons systémiques, elles doivent amener à des réponses systémiques. Et notamment en agriculture, la question du revenu est quand même une question qui est capitale. Aujourd'hui, les revenus des agriculteurs sont vraiment démesurés. Quand vous emplissez vos caddies en faisant des courses, quand vous avez 100 € dans votre caddie, il y a 7 € qui reviennent aux agriculteurs, à l'agriculteur. Donc il y a quand même un réel problème de revenus. Il y a aussi besoin d'une réorientation des financements publics et de leur donner à la fois une boussole sociale et écologique. Donc il y a vraiment des réponses systémiques si on veut résoudre ces problèmes de mal-être et de risques suicidaires. Si on ne touche pas à ces questions-là, malheureusement, on aura besoin d'augmenter le nombre de sentinelles en permanence, et il y aura besoin de... Et derrière tout ça, il y a aussi de l'argent public qui est mis en œuvre. Donc, il nous semble que c'est vraiment important de se poser ces questions jusque-là, quoi. Et notamment de passer d'un système de détection à un accès effectif aux droits pour tous. Je pense en agriculture au droit RSA, bien sûr, qui est, vous l'avez dit, vraiment réduit. Et on fait le constat quand même aussi de dispositifs publics dans les territoires ruraux qui sont en nette diminution, voire en disparition dans certains endroits. Et on sait très bien que les agriculteurs ne sont pas des gens qui vont facilement voir le médecin, notamment, mais le médecin de famille, comme on appelle encore, parce qu'on le dit encore comme ça en milieu rural, c'est quand même la personne de proximité des gens qui sont mal. Et malheureusement, aujourd'hui, on est quand même réduit à avoir un nombre de médecins qui est infime, je dirais. Et bon, parler de téléconsultation quand on parle de mal-être, je trouve que c'est un petit peu démesuré, quoi. Donc il y a vraiment besoin de passer à se saisir des problèmes de fond, quoi. Et c'est bien sous l'angle de ces questionnements des pratiques publiques, des politiques publiques, qu'on doit avancer aujourd'hui pour résoudre ces causes du mal-être, parce qu'il faut qu'on arrive à aller en profondeur pour les résoudre, quoi. Et voilà, pour nous, c'est faire reculer le mal-être des paysans, c'est faire reculer le risque suicidaire, quoi. Et on a besoin de lieux d'écoute, certes, de dispositifs d'alerte, mais il faut aussi que ça passe par des réponses qui soient liées au droit et à la promotion aussi en agriculture d'un autre système qui permette aux gens de vivre de manière décente et pas en surcharge permanente, quoi. Voilà. Parce que c'est vrai que vous parliez de l'aide au répit, c'est une aide essentielle aujourd'hui, dans le contexte où sont les paysans de surcharge et de burn-out quasiment permanent. Mais je me dis, il faut un répit une fois, mais 6 mois après, on peut recommencer, 1 an après, idem. Et puis quand le paysan il revient, il retrouve ces mêmes problèmes, donc finalement, il faut qu'on arrive à trouver des solutions qui résolvent les problèmes de fond, quoi. Voilà, moi, ça me semble important.